Je ne sais pas de quoi Charles va vous parler ce soir. Toi non plus. Il y a quelque temps, je vous entretenais de cette nécessité de retrouver le sens sacré, aussi bien du temps, de la façon dont, depuis toujours, l'homme a partagé le temps. Et que derrière ce partage du temps, derrière ces moments qui sont moments de fête, de rencontre, avec une réalité plus grande que ce que le profane nous laisse entrevoir du monde, derrière ce partage du temps, derrière cette occasion de fête, se dessine quelque chose d'important pour l'homme. Et c'est quelque chose d'important, les contes le transmettent, les traditions populaires, les fêtes religieuses. Et il y a une façon de le découvrir, c'est d'apprendre la signification de ces fêtes, de méditer profondément sur la restitution du sacré dans le temps. Et puis il y a une autre façon beaucoup plus subtile, délicate, qui relève de l'allusion des soufis, qui relève de ce que M. Gurdjieff appelait l'égamonisme ou l'égominisme, cette façon à notre insu. Et Charles est pour moi un de ces êtres qui transmettent à notre insu. Et je me réjouis de nous avoir donné cette occasion, cette soirée ensemble, pour que, comme ça lui vient, il nous fasse complices de cet insu. Alors je vais me faire enfant aussi, toute oreille, toute écoute, et je vais t'écouter. Si tu veux baisser la lumière, j'ai le petit régulateur là, le truc noir là. D'accord. Ça sert pour baisser un peu. La tradition orale a toujours suscité des hommes et des femmes capables de porter le verbe haut. La tradition orale fait référence au culte de la dame. C'est une voie de dévotion. Notre société a un peu oublié que le conte, les mythes, les légendes sont des rituels, sont des célébrations. Travailler un conte ou le lire, c'est se le mettre en bouche. Il faut l'entendre, il faut se le répéter, il faut le ruminer. Le culte de la dame, c'est mâchouiller du chewing-gum, c'est comme la vache, inlassablement réingurgiter, revenir au point de départ, avec chaque fois un petit plus. En fait, c'est une forme mantrique. En travaillant les mythes grecs, tout dernièrement, j'ai eu l'occasion d'expérimenter des petites choses intérieures, au point de me rendre compte combien le mythe est identique au koan. C'est quelque chose qui se répète de bouche à oreille et qui un jour fleurit. Pourquoi? On n'en sait rien. Il y a une sorte de tirage au sort. C'est une voie qui est pleine d'inattendus. On s'attend à quelque chose d'enfantin,
effectivement c'est enfantin. On s'attend à quelque chose de très émotionnel, effectivement on peut pleurer. On s'attend à quelque chose d'insignifiant, effectivement c'est insignifiant. C'est la seule voie qui soit rampante. C'est une voie qui épouse les mamelons de la terre. C'est une voie serpentine. Alors on trouve effectivement des conteurs de théâtre qui travaillent le mot, la bille, le verbe, le son. Des conteurs pédagogues. Effectivement, c'est très important pour l'enfant de retrouver ses marques. Et puis il y a une tradition de diseurs de bonne aventure, de parleurs ou de témoins simplement. Tradition un peu inspirée, très proche des Bowles. Et là, effectivement, c'est ce que je peux humblement témoigner. Avant d'aborder les contes et légendes, ce qui m'a façonné, c'est l'astrologie. L'astrologie, telle que nous la pratiquons aujourd'hui, effectivement, elle est amputée de toute sa dimension d'intériorité. L'astrologie n'a pas à s'occuper d'événementiel. Elle n'a pas à s'occuper de psychologique. Elle n'a rien à expliquer. L'astrologie est un cercle, est un ouroboros qui permet à chacun de trouver sa vérité et de témoigner de son archétype d'être. Un conte est un serpent. Il était une fois, ils furent très heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. On ouvre et on ferme. C'est une célébration. Un thème astrologique, c'est entrer en soi, entrer dans le temple, et si possible ressortir. De notre temps, le verbe astrologique est tombé, il est passionnant, il est logique, il est fin, il est profond, il est subtil, mais il ne reconnecte plus avec le ciel. La mythologie grecque, pour vous donner un exemple, chaque travaux d'Hercule, il y en a 12, qui correspondent aux 12 signes. En fait, c'est une mise en mémoire des constellations qui sont dans un 12e du ciel. Il y a 4-5 constellations importantes par signe, et en fait les anciens ont trouvé l'idée remarquable de mettre ces constellations en scénario, ce qui permettait de transmettre une connaissance profonde, mais avec une allure mendiante. C'est en fait un aide-mémoire. Raconter un conte ou rentrer dans le conte, eh bien c'est s'installer dans le ciel des constellations, c'est rencontrer les dieux, les déesses, c'est aller au-devant des archétypes, c'est aller au-devant du silence sidéral. En fait, c'est un mystère. Tracer un thème astrologique est un rituel, comme fonder une ville. Les anciens fondaient une ville à partir du moment où un oracle précisait que tel lieu présentait des avantages. Aussitôt, un centre, un point, une charrue, on ouvrait la terre, on l'éventrait, on la fécondait, le ciel fécondant la terre. On plaçait un autel, on traçait les perpendiculaires, et dans ces perpendiculaires, on installait la ville avec ses 4 faubourgs. L'astrologie de même, la mythologie de même, le conte de même. On s'aperçoit que c'est une capacité de mettre l'univers en boîte. Aborder le mystère, c'est faire descendre un petit ciel, c'est tout de suite installer toutes les lois du cosmos dans un immédiat. C'est être dans une perpendiculaire ou être dans une quintessence. C'est jumeler le minéral, le végétal, l'animal, l'homme, les anges, dans une communion unique. Donc en fait, un conte, avec ses allures désuètes, est une célébration, est une liturgie populaire. Et de ce fait, le fait d'aborder une histoire, c'est une invocation au vivant. Ce soir, le soleil rentre dans le signe du Bélier, c'est l'équinoxe, c'est le printemps. D'un point de vue astrologique, on ne comprend pas trop ce que l'équinoxe peut apporter. Par contre, d'un point de vue intérieur, il faut savoir que l'année, ce cercle, se divise justement en 4 quartiers. Il y a les 2 solstices, qui sont la fleur et la racine de la colonne vertébrale, donc une verticalité.
et les 2 équinoxes qui sont la ceinture. Commencer, entrer dans l'année, c'est en fait ouvrir la ceinture. Entrer en bélier, c'est rentrer dans le cercle. Le soleil a été pendant presque 6 mois dans la terre, souterrain, pas très chaud, plus suggestif que présent. Et aujourd'hui, ce soir, il sort. C'est la phase, par exemple, dans tous les contes, quand le chaperon rouge a été englouti par le loup et que le chasseur vert passe par là et ouvre le ventre du loup, il ne voit pas un chaperon rouge. Il voit un être de lumière. Il est tout brillant, il est aveuglant. C'est cette phase-là. L'hiver est vaincu ce soir. Notre ignorance est vaincue ce soir. C'est-à-dire notre capacité de rencontrer, de verber, de vomir notre ignorance est là. Ce qui nous taraudait hier sans comprendre, nous taraude aujourd'hui avec la possibilité de voir. C'est un gros avantage. C'est ce que le soleil nous apporte à tous. Il apporte la limite. Alors, la terre est une limite, la terre fleurit. C'est un moment où la peau peut fleurir, où la peau peut suer, où elle peut s'exprimer. C'est un moment où nous sommes confrontés à la dualité, le jour et la nuit. C'est un moment où, effectivement, assumant notre réalité d'homme, on peut enfin partir en chemin. Le problème avec un soleil ailleurs qu'en bélier et dans un printemps fixe et éternel, c'est que l'homme n'est pas encore dans sa dimension d'homme. Il est dans une image de lui, de son corps, de ses émotions, de son mental. Il est dans une auto-fascination. Et il faut vraiment attendre que ce soleil arrive en bélier un jour, et il arrive à chaque instant pour chacun, bien sûr. Ce n'est pas une histoire de temps, de cycle, d'espace. Ce printemps de l'être, effectivement, je pense que c'est l'éveil. À différents niveaux, ça peut être des petits éveils, des moyens éveils ou des grands éveils. Ce que je voulais aborder, c'est une histoire d'Hercule ce soir. Hercule, c'est un héros qui a une mission tout à fait particulière. Il y a Zeus qui est en danger, tous les dieux de l'Olympe sont en danger, toutes les énergies de l'être sont en danger, et Zeus, conscience d'être, père, se dit « Comment pouvons-nous sauver les dieux ?» En créant un homme, Hercule. Alors il se le crée, du début jusqu'à la fin. Il y a plein de tracasseries parce que sa femme, Héra, est une fouteuse de merde. C'est la mère divine, mais simultanément, si on ne sait pas l'aimer, aussitôt elle devient fouteuse de merde. Bon. Hercule, de son vrai nom Héraclès, à la gloire d'Héra, chevalier de la dame, se trouve confronté avec son ignorance, donc tant qu'il ne sait pas que la dame l'aime, eh bien, il est emmerdé par elle. Et constamment, elle met un petit crabe, elle met des serpents dans son berceau, enfin, histoire de l'émoustiller, histoire de voir est-ce que Hercule a quelque chose dans le ventre. Alors effectivement, Hercule, à toutes les étapes, il est obligé il est dans l'obligation de témoigner. Alors bon, ça va très très loin. Et donc cette dame a conseillé, enfin le jour où Hercule devait naître, elle s'est arrangée, elle a coincé, elle a fait fermer les jambes de la pauvre femme qui a couché, et elle a ouvert les jambes d'une autre dame. C'est quelqu'un d'autre qui est né à la place d'Hercule. À l'instant même où cette personne, où la royauté était donnée. Ah, c'est quand Hercule arrive en deuxième. Et voilà un type qui naît, bon, roi, il ne sait pas pourquoi, mais il devient roi. Hercule deuxième, eh bien il n'a plus rien. Zeus va voir un peu sa femme, négocie, il dit écoute, est-ce que je peux sortir d'affaire Hercule? Sa femme dit d'accord, mais alors qu'il réalise 12 travaux. Alors c'est 12 travaux impossibles, bien sûr. C'est tout le chemin de la conscience, où il faut que la conscience cède, il faut que le mental, l'émotionnel et le physique balisent pour que l'inattendu puisse répondre à l'insurmontable. Ces 12 travaux mettant en cause l'éveil ou rien. Alors Zeus est tranquille, de toute façon son Hercule, il arrivera, il sera immortel, et donc pas de problème, il dit à sa femme ok. Et sa femme se mijote 12 travaux avec la complicité de ce roi, Eurysthée, et donc ces 12 travaux très 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 durs. Là c'est le 10e que je voudrais aborder parce que c'est le moment où Hercule a une mission tout à fait particulière. Il doit ramener un troupeau de bœufs roux qu'il doit piquer
à un certain Gérion, qui est un type qui a de fortes jambes, une belle taille, mais 3 troncs, 3 têtes et 6 bras. Et surtout, il faut qu'Hercule capture le troupeau sans autorisation et sans paiement. En fait, là, on tombe dans la relation à l'acquisition d'une petite femme en Méditerranée. Dans la tradition arabe, il faut quelques moutons, 3-4 chamelles pour infléchir le beau-père ou la belle-mère. Ben là, Hercule se trouve dans la même situation. Il va à la conquête de sa dame. Mais offrir un troupeau ne suffit pas. Il ne faut pas le payer. Il ne faut rien recevoir en échange, et en plus, il faut le voler. C'est-à-dire, il faut agir sans aucune autre autorisation que l'être. Et là, Hercule, bien sûr, il est talentueux quand même, donc il ne va pas se poser de problème. Il arrive par la Mauritanie, par le Maroc, et il aborde l'Espagne. L'Espagne, dans la mythologie grecque, c'est l'enfer. Bon, il voit cette Espagne qui tente de rivaliser avec Tanger, avec enfin en tout cas le bout du Maroc, donc il écarte un peu les pierres, et il installe 2 colonnes, l'une en Europe, l'autre en Afrique. Il pose son territoire. Lui, bien sûr, c'est la 3e. C'est la colonne du milieu. En même temps que les traditionalistes parlent qu'il ouvre le chemin, en même temps, on dit qu'il met les colonnes pour fermer l'accès aux monstres marins. Donc en même temps, dès qu'Hercule agit, il est comme sur une crête. Il est recto et verso. Il a en permanence la vision duel. Il installe ces 2 colonnes et il s'en va dans l'océan à la recherche d'une île. Cette île s'appelle Hérissie, ça veut dire terre rouge. Il se trouve qu'un de nos ancêtres avait de très grandes connivences avec la terre glaise. C'est en fait la terre adamique. Bon, alors il va vers cet Adam premier, il y va. Mais en marchant, le soleil est fort et dru, il sue, il en a marre. Il regarde Hélios, Hélios c'est le soleil, il prend son arc et il lui envoie une flèche. Hélios est un dieu, Hercule est un mortel. Hélios lui dit, écoute, calme-toi, on va s'arranger, on va négocier. Bon, d'accord, qu'est-ce que tu me proposes? Ben voilà, une coupe d'or. Bon, la coupe d'or, c'est le cœur, hein, toujours le Graal, c'est toujours le cœur. Une coupe d'or qui va lui servir de navire. Il monte dedans et il y va. Là, la mer bouge. Les vagues, les flots. Hercule s'énerve un petit peu, il prend son arc à nouveau, il menace l'eau. Neptune, à travers Océanos, lui dit, écoute, bon, on va négocier, je me calme. Il règle le ciel, le feu et l'eau. Il arrive sur l'île, il monte sur une montagne, la montagne s'appelle Abba. Alors bon, Abba, en langage grec, c'est le lézard. En phonétique hébraïque, c'est le père. Bon, en tout cas, c'est quelque chose de très profond, de très intérieur. Il voit le troupeau, mais il y en a plusieurs de troupeaux. Voilà le problème. Par contre, il y a un chien qui arrive, un chien qui a une double gueule, qui fonce sur lui. Bon, il a sa massue, il escagasse. Le chien s'écroule, le chien c'est l'émotionnel. Dans tous les contes, dès qu'un chien arrive, c'est la fidélité conne. Le chien, il s'en fout de son maître, il suit. Bon, alors là, le chien, il en prend plein la gueule. Hercule, la conscience solaire, c'est le verbe intérieur. Hein. Marche. Là, le berger arrive pour défendre son chien. Le berger, c'est toujours la guidance, une guidance mentale, disons. Bon, un petit échauffouré, et lui aussi se prend un coup de massue. Hop, plus de mental. Bon, alors il se trouve face à face avec un troupeau de bœufs roux. Alors les bœufs roux, reproducteurs, le rouge, l'instinct, enfin bon, tout ce que l'on veut. Et les bœufs, bien sûr, toujours aussi bêtes, eh bien, ils suivent celui qui gueule le plus fort ou celui qui est là. Eh bien, ils suivent Hercule. Bon. Tout à coup arrive Gérion, cet homme baraqué, 2 jambes, de véritables colonnes. Hein. C'est en fait les colonnes qu'Hercule a installées en Europe puis en Afrique. Là, c'est 2 colonnes sur pattes. Les colonnes, les cuisses, autant les cuisses de femmes, c'est très végétal, c'est la gloire du verbe dans la verticalité. Les cuisses d'hommes, c'est l'animalité, c'est la chaleur, c'est le mouvement. Donc là, on a une entrée dans le senti, dans le sexuel, dans le physique. Le fait que 2 jambes seulement tiennent 3 troncs, c'est en fait la maîtrise instinctive des 3 parties de l'être. Alors effectivement, il s'embrouille un peu les mains avec ses 6 mains, et Hercule à nouveau, avec sa massue, bon, l'esquinte.
Le pauvre Gérion, l'homme le plus fort du monde, se retrouve à terre, sanguinolent, et Hercule est tout étonné parce que du sang de sa tête, il y a la boîte crânienne un peu ouverte, du sang de sa tête apparaît un arbre. Et un arbre pousse très très beau, qui donne des fruits rouges sans noyau. Et dans le texte, on dit, c'est un arbre qui fait penser à ceux que les Pléiades, les petites déesses, gardiennes du jardin des Hespérides, avec les fruits d'or, bien sûr. Donc on s'aperçoit que cet homme le plus fort du monde, notre vieil Adam, notre vieux copain intérieur, mais celui aussi qui nous barre le chemin, parce qu'il est tellement multiple, il fait un peu penser à l'épée flamboyante. Vous savez, cette épée qui chemine sous forme d'arrondi serpentin. Dès que le serpent est à terre, ou dès que Gérion est à terre, il y a l'arbre qui pousse. Redécouverte de l'arbre. Hercule ne mange pas du fruit. Il se souvient de la leçon. Il se dit, une fois, ça va. Bon, au moment de partir, la mère divine qui arrive pour défendre Adam. Hercule lui lance une petite flèche dans le sein droit. Voilà ce que dit le texte. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le sein droit, la Dame du Ciel, un jour se baladait sur Terre, autour d'une terre un peu sulfureuse. Et il y a eu des émanations de soufre qui sont venues caresser son sein droit. Et c'est comme ça que le typhon, ou que l'hydre, ou que les grands dragons que nous avons à affronter intérieurement sont issus. Ils sortent du sein de la mer. C'est pour cela que souvent, par exemple, Saint-Georges ou Saint-Michel ne font que terrasser le dragon. Parce que s'il tue le dragon, il tue le divin en eux. Hercule, d'ailleurs, quand il tuera il va la tuer, l'hydre, il lui coupe la tête. Alors l'hydre aussi, c'est une belle bête. Une grande queue de serpent, des pattes de chien. Elle commence avec 9 têtes ou 7 têtes, et au fur et à mesure qu'Hercule lui écrase les têtes, il y en a 2, il y en a 4, il y en a 8, il arrive un moment où Hercule se trouve face à 100 000 têtes. Il y a les pattes de chien autour de son corps, il y a Héra qui envoie un petit crabe, histoire de lui fendre un peu le talon. Alors là, il est un peu moribond, et tout à coup, il appelle son cousin. Bon, il appelle son verbe, il appelle son être-té. Et le cousin arrive, pas de course, avec un flambeau. Et dès que le flambeau est là, Hercule se rend compte qu'en fait, il n'a plus de massue en main, mais il a une serpe d'or. Et en fait, la bête n'a qu'une seule tête, elle n'en a jamais eu qu'une. Alors il la coupe, c'est une tête d'or, il la prend dans ses bras, dans ses mains, et la bête pleure. Alors, quoi faire? Il y a une bête sur les bras, comme ça, il ne sait pas trop quoi faire. Bon, et l'idée lui vient, il fait un trou. Et en fait, il retrouve le vagin de la terre, il pose la tête à l'intérieur, et il terrasse autour, il amasse un peu de terre rouge. On se rend compte que ce dragon est issu de la dame. C'est une dragonne, en fait. Et là, Hercule, pour la première fois, d'abord, il croise son regard et il lui file une flèche dans le sein. La flèche, c'est l'argument mental. Dès qu'Hercule est face à un problème, il commence par envoyer ses flèches. Voyons voir si avec le mental, je peux comprendre. Alors, il cherche à discerner un argument. La réalité, ça ne marche pas. Un deuxième, ça ne marche toujours pas. Bon. Quand il n'a plus de flèches, il a toujours l'épée. Alors, l'épée, c'est le pouvoir personnel, la volonté. Bon, alors, en général, l'épée se casse. Bon. Et surtout avec sa massue. La massue, c'est soit le pouvoir psychique, soit la force physique. Bon. Alors, il y va, par exemple, sur le lion de Némée, il lui assène un coup sur la tronche énorme, et le lion dit, tiens, j'entends des cloches dans les oreilles, et il rentre dans sa tanière. Donc même la massue n'y peut rien. Alors en fait, il faut qu'il rentre dans la grotte, main nue, dans un inattendu en fait. Il faut qu'il se coltine ce dragon intérieur avec spontanéité, justesse. Il n'y a aucune prévision possible, aucune arme possible, il y a simplement le vivant. Et effectivement, face au lion, on s'aperçoit qu'il n'y a aucun combat. Il serre le lion, bien sûr, il l'étrangle, si ce n'est que le lion lui croque le petit doigt. Et le petit doigt, c'est le petit doigt qui parle à l'oreille, et l'oreille, celle qui écoute le cœur. Alors on s'aperçoit qu'en fait, en tuant ce lion, il a un contact privilégié avec son cœur. Donc aussitôt, il va prendre la peau de lion, et c'est comme ça qu'il se bat avec sa peau. Donc là, il se retrouve face à face avec Héra. Elle n'est pas très fière. Elle n'est pas très fière, mais elle prend la poudre d'escampette. Hercule est au fond du bocal, il a son troupeau de bœufs, il ne sait pas quoi en faire, il se questionne. Il repasse dans sa coupe d'or, il fait monter tous les bœufs à l'intérieur, il traverse la mer, il arrive sur une terre ferme, et là il est un peu fatigué.
il remonte un peu l'Espagne, il arrive au nord de l'Espagne. Il y a une petite tribu de Bébris, je crois, c'est la tribu des Bébris qui est là. La fille du chef se prénomme Pyrène, elle est mignonne, elle a le feu aux fesses. Bon, elle est mignonne. Hercule est là, il est beau, il est grand, il est musclé. Le choc, ça y est, l'amour. Ils passent une nuit ensemble, 2 nuits ensemble, et Hercule revient un peu en Espagne, il retourne en lui. Pendant ce temps-là, elle, de désespoir, elle fuit dans la montagne. Là, un ours l'avale. Hercule revient, il apprend ça, et il fait un tombeau. Ça, c'est le catéchisme. La création des Pyrénées, ça serait un tombeau. En fait, Hercule, en Espagne, est au fin fond du cœur. Il est très très proche du cœur. Vous savez, autour du cœur, on a tous un anneau qui est le serpent. Le serpent se trouve là. C'est le plus irréductible. Il y en a plusieurs, mais celui-ci, il faut se le coltiner. Et donc, cette conscience solaire est retournée sur les lieux du crime, en quelque sorte. Il n'a pas amené toutes ses énergies. Il a sa coupe d'or, mais ce n'est pas encore assez. La coupe d'or, c'est à stopper au niveau du cœur. Il est revenu, en quelque sorte, à l'émergence de la conscience frontale. Et les Pyrénées, les Pyrénées, c'est une frontière. C'est pas n'importe quelle frontière. Au bout des Pyrénées, il y a Cerbère, il y a le chien des enfers qui est là. Donc effectivement, cette chaîne de montagnes est une porte. Et Pyrène, en fait, quand on dit qu'elle a été avalée par l'ours, bon, c'est vrai, mais l'ours, c'est quoi? Quand on ferme les yeux, la noirceur intérieure, c'est ça l'ours. C'est le ventre de la baleine aussi. Dès que l'on entre en soi, qu'on commence à avoir un peu les chocottes, ou que le mental se met à houspiller, ou que le téléphone sonne, ou qu'on se gratte un peu les oreilles, ça c'est la phase d'avalement. En fait, Pyrène veut dire reine de feu, femme de feu. Hercule est venu la chercher, et il l'a réintégrée dans son cœur. Elle n'a pas été mangée par un ours, elle est simplement à sa juste place. À partir de ce moment-là, Hercule s'en va très loin en France et arrive près de la ville d'Alésia qu'il crée. Alésia veut dire pérégrination, va et vient. On s'aperçoit qu'à partir du moment où la dame extérieure est réintégrée dans le cœur, apparaît une immobilité, une sorte d'île que représentent les Pyrénées. Et dans cette immobilité, l'errance peut se déployer. Il crée Alésia, il va et il vient. Le reste de son voyage, puisqu'il doit ramener le troupeau jusqu'en Grèce, il n'y aura que des rencontres avec des personnages, des géants, des nains, des ogres, en fait, ayant tous une connotation pierreuse. Chaque combat, chaque extinction, on pourrait dire, de danger ou révélation de problème, lui amènera de la matière. En fait, on se rend compte que le retour des bœufs en Grèce, c'est l'acquisition du corps. On a bien souvent l'impression que le corps nous appartient et que c'est légitime, on ne se rend pas compte que c'est une grâce que d'avoir ce corps et de faire un voyage avec ce corps. Et avant de contacter ce corps, il y a toutes les images de ce corps, tous les sentis de ce corps, toute la mémoire de ce corps. Et en fait, ce corps ne s'appartient qu'à partir du moment où l'éveil s'installe. Le corps devient coupe d'or, devient réceptacle. Avant, il n'y a personne. C'est un grand hall de gare, et le corps est à conquérir. Cette dame Pyrène, c'est en fait toute cette conscience mariale, cette vacuité virginale. On se rend compte qu'en fait, il y a tout à conquérir. Dans la mythologie grecque, il y a un autre héros qui va lui aussi hériter d'une terre, c'est Persée. Persée a un grand-père, Danaos, à qui l'oracle a dit « Ton petit-fils va s'arranger pour te tuer et prendre ta place ». Son grand-père, n'ayant qu'une fille, il fait bâtir une tour sans porte et il met sa fille à l'intérieur. Comme ça, il se dit au moins je n'ai aucune chance d'avoir un petit-fils usurpateur. Le problème, c'est que sa fille est très très belle. Zeus passe par là, il la voit du haut de la tour, et Zeus se transforme en pluie d'or, et il féconde la belle Danaïs. Quelque temps après, le grand-père arrive et voit sa fille en cloque. Surprise, elle lui dit « C'est l'esprit, c'est une pluie d'or ». Il lui dit « L'esprit, mon œil, on m'a déjà fait le coup ». Alors il prépare un petit coffret, met sa fille et son futur petit-fils dans le coffret, et hop, à la rivière.
Et il pensait bien sûr que tout le monde trépasserait. Quelque temps après, un berger ne voit pas l'étoile, mais il voit la mère et l'enfant. Il recueille la mère et l'enfant, amène cette petite dame à un roi, et le roi tombe amoureux de la mère. Bon. Et la mère résiste, parce que c'est pas un roi de droit divin, c'est un roi extérieur. Et le fils se trouve tout con au milieu à protéger sa mère, et ne faisant pas le poids face au roi. Et un jour, le roi lui dit, c'est ma fête, il faut m'offrir un cheval blanc. Il faut lui offrir le cheval blanc, c'est toujours l'écho d'une intelligence illuminée, d'un mental de lumière, disons. Il n'a pas d'argent, il n'a pas de cheval. Il lui dit, ben voilà, alors je te propose un autre marché, va donc tuer la gorgone. Alors, il y a une gorgone, il y en a 3 même. C'est 3 vieilles femmes qui ont la vocation de pétrifier du regard toutes les personnes qui les approchent. Ces 3 vieilles comiques parce qu'elles n'ont qu'une dent qu'elles se refilent, qu'un œil qu'elles se refilent, et je crois aussi qu'un cheveu. Mais bon, là je ne peux pas dire grand-chose. Et alors, au moment où Persée est sûr de mourir, il y a la déesse Athéna qui est la conscience intuitive en lui, qui vient lui dire, écoute Persée, tu y vas d'accord, mais munis-toi d'un bouclier et frotte-le bien. Il faut qu'il soit aussi transparent et aussi reflétant qu'un miroir. Bon. Il se trouve un bouclier et il le frotte très 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 bien. Alors le bouclier se porte sur l'avant-bras. Au niveau de la symbolique, la main c'est les 5 sens, c'est l'intelligence sensorielle, et le bras c'est l'intelligence en action. Donc le fait d'avoir un miroir sur l'avant-bras, c'est que le mental est purifié. Il y a Hermès qui passe par là et qui prend un peu il aime bien Persée, il aime bien ce jeune héros. Alors il lui dit, écoute, moi j'ai des bottes de 7 lieues, enfin il a des sandales avec une petite paire d'ailes là, qui traînaille, je te les offre, tu iras très très vite, et ce sont des bottes qui négocient l'espace et le temps. Et il y a Vulcain, le dieu des enfers, qui lui dit, écoute, moi je t'offre mon casque d'invisibilité, comme ça au moins tu vas les surprendre. Bon alors Persée s'en va avec ces trois arguments. Et effectivement, les gorgones sont tranquilles à se refiler chacune la dent, chacun son œil, chacun son cheveu. Il arrive et paf, il coupe la tête de Méduse. De sa tête sort Pégase, un cheval blanc ailé. Donc ça y est, il a acquis son mental, il est passé maître en maîtrise, en quelque sorte en maîtrise mentale. Et sort un mec qui s'appelle Chrysaor, qui sort tout habillé avec une serpe d'or. Bon, Persée est un peu étonné, mais c'est pas son problème. Bon, donc il laisse tout le monde. Par contre, il prend la tête et il la met dans sa besace. La besace, c'est le corps. Le sachet, par exemple, dans l'Ancien Testament, beaucoup de saints, quand ils prient le Seigneur, ils disent que nous soyons dans ton sachet, Seigneur. C'est le salut de l'âme. Donc la besace avec la tête de la gorgone à l'intérieur, c'est en quelque sorte la maîtrise des formes du monde. On pourrait dire la rupture avec l'hypnose. La Maya n'est plus Maya. La Maya est une forme du monde qui s'aime et qui s'adore. Elle n'est plus envoûtante. Persée file dans le ciel et il arrive en Mauritanie, pas très loin de la colonne d'Hercule. Et là, il y a Atlas. Alors Atlas, on nous le présente toujours comme portant la terre. Atlas, en fait, porte la voûte céleste. Il porte les étoiles. C'est lui qui monte la montagne et redescend inlassablement parce qu'il n'arrive pas de l'autre côté. C'est un peu comme le mythe de Sisyphe, je crois. En fait, il porte toutes les étoiles. Un oracle lui a dit, fais gaffe, il y a un héros qui arrive, qui va te piquer tes 3 filles, qui sont dans le jardin des Hespérides, et peut-être même qui te piquera des fruits. Alors, bon, lui, il attend le héros, Persée arrive. Persée lui dit, écoute, je suis un peu fatigué, est-ce que je peux m'arrêter chez toi, me désaltérer? Il dit, non, suis ton chemin, je ne veux pas te voir. Persée insiste un petit peu, et puis Atlas lui dit, non, écoute, t'es pas le bienvenu. Il lui dit, comment? Moi? Pas le bienvenu? Il fouille dans sa besace et il lui montre la tête. Et c'est à ce moment-là qu'Atlas, de la voûte céleste, ça devient la chaîne de l'Atlas qui traverse toute l'Afrique. En fait, la Terre ne devient terre que lorsqu'elle est terre d'étoiles. Avant, elle est minérale. Il n'y a rien. Elle est vide. Il n'y a personne. On tape, toc, 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 un grand creux. Le Seigneur, un jour, quand il a eu envie de créer l'homme, il a dit à quelques anges, à quelques hiérarchies, allez donc sur terre me prendre 7 espèces d'argile différentes. Les anges, obéissants, fusent. Chacun revient avec une pleine poignée. Le Seigneur pétrit, se fait un petit colombin, 2 colombins, et il bâtit toute la statue adamique. Adam est là, bon, statue, pétrifiée. Et il dit aux anges, voici votre roi. Et les anges, obéissants,
ne se questionnant pas, baisant les pieds d'Adam, notre grand-père. Un seul, Lucifer, dit Seigneur, un tas de terre comme ça. En plus, quand on tape dessus, ça sonne creux. Est-ce qu'on doit vraiment adorer ce truc plein de vide? En plus, comme c'est un vide, il voudra se remplir en permanence. C'est un drame pour lui. Et c'est lui, notre roi, nous, créés du feu. Alors le Seigneur dit, écoute Lucifer, fais ton boulot, l'obéissance. Non Seigneur, au nom de la grâce, au nom du ciel, nous qui sommes la prunelle de tes yeux, n'y aurait-il pas une dérogation? Et de dérogation en dérogation, le Seigneur s'impatiente et on va voir Lucifer sur la terre s'il y est. En fait, c'est Lucifer, le premier habitant de la terre. Pendant ce temps-là, il y a un jeune moussaillon dans la hiérarchie angélique, Michel, qui dit, mais au nom du Seigneur, que ceux qui m'aiment et ceux qui aiment le Seigneur se lèvent. Et là, toute la hiérarchie angélique se lève. C'est depuis que Saint-Michel est devenu le porte-flambeau. Bon, tout le monde est là, Saint-Michel est là, tout le monde est très heureux. Et le Seigneur dit, attendez, attendez, je vais appeler l'âme que j'ai créée depuis toute éternité pour qu'elle s'installe dans sa demeure. Et voilà qu'il appelle la conscience humaine, faite de feu aussi. Et il lui dit, voilà, je te présente ta maison. Ah, la conscience dit, non, Seigneur, on ne me la fait pas. Non, non, c'est creux, la couleur de la terre, c'est vide comme la terre, non, non. Alors, Seigneur, écoute, c'est quand même ta demeure, je te l'offre, c'est un héritage. Et là, le Seigneur n'ose pas lever le ton, il se dit quand même, c'est un mauvais début. Il appelle l'archange Gabriel et lui dit, écoute, joue donc un peu de flageolet. Alors, l'archange Gabriel, qui est superbe, et là, l'âme humaine rentre en transe. Elle danse, elle danse, elle danse. Et puis, d'oubli en oubli, elle se retrouve à l'intérieur de... Et le Seigneur pose la main sur la tête et lui dit, dorénavant, tu ne sortiras que lorsque je t'appellerai. Et voilà où nous en sommes. Ce qui est intéressant dans le travail des contes, c'est que, affolâtré dans les différentes mythologies, ou les différents contes de fées, on se rend compte que tout a la même origine. C'est une adaptation permanente du verbe. C'est un verbe qui devient chrétien, mais qui a été hébraïque, qui a été grec, qui a été scandinave. En fait, on s'aperçoit qu'il y a des grands rendez-vous où des poètes inspirés deviennent les canaux, deviennent les bouches, deviennent les matrices d'un nouveau langage. C'est toujours la même chose. Ce qui me fait souvent beaucoup de bien intérieurement, c'est de voir par exemple combien, vous avez vu par exemple quand Zeus se transforme en pluie d'or, c'est le passage de ces Barbe Bleue. Barbe Bleue a eu ces 6 petites femmes. Il leur conseille de ne pas aller voir le petit cabinet qui est là-bas derrière, en le montrant bien, exprès pour qu'elles y aillent, bien sûr, parce que tout n'est que transgression, bien sûr. Même le Seigneur qui dit cet arbre-là, n'y allez pas. Bon, c'est un fléchage. Et à partir du moment où Barbe Bleue revient, la petite princesse est là, affolée, elle lui dit je te rends tes clés. Il dit oui, mais il en manque une. Oui, bon, il la regarde, elle est tachée. Et donc il comprend tout de suite. Et il lui dit, bon ben, prépare-toi, j'aiguise le couteau. Elle lui dit, Seigneur, j'aimerais mettre ma robe de mariée. Ah ben d'accord, bon. Elle monte vite dans la tour. Sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Alors, la sœur qui est tout à fait en haut. Non, non, je ne vois que le ciel qui poudroie et l'herbe qui verdoie. C'est toute la relation entre ce ciel qui poudroie, la présence du Père, la bénédiction du Père, la visitation du Père. C'est le seul moment où la présence intérieure se fait. Il faut qu'il y ait cette poudre d'or. Et c'est le partenariat entre le cabinet où tout est noir et sanguinolent, le noir et le rouge, et on s'aperçoit que dehors, c'est le vert et l'or. Et tous les contes, en fait, sont des échos comme ça, de miettes, on pourrait dire, de parcelles mythologiques. Alors, ils ne nous offrent pas, bien sûr, toute la plénitude d'un héros qui commence et qui termine. Même s'il meurt, mais au moins il termine quelque chose. Alors, les contes et légendes sont plus légers. Mais il n'empêche que certains sont complètement
bien ficelés avec un début et une fin, et font référence à des mystères très 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 profonds, et qui sont des mystères ontologiques, bien sûr. Il ne s'agit pas de parler d'autre chose. La légende d'un lieu, par exemple, c'est l'exorcisme du lieu. Réitérer une légende dans un village, savoir pourquoi tel village s'appelle de tel nom et pas de tel autre, c'est en fait consacrer le lieu, c'est être dans l'esprit du lieu. On s'aperçoit qu'en fait, passer par exemple dans les 12 travaux, au moment, il y a un travail qui est très très beau, où Hercule arrive sur la montagne, il doit chasser un sanglier. Et avant d'arriver sur la montagne où se trouve le sanglier, il y a plein de centaures. Et il arrive dans une grotte, il y a son copain Pholos qui est là. Pholos, ça veut dire pied. Et qui lui dit, maître, je t'aime, quoi. T'es le bienvenu, c'est la conscience solaire. Hercule, attention, dans une grotte, c'est de la lumière dans le cœur. Quand on rentre en nous, le centaure que nous sommes, l'empoté que nous sommes, rencontre ce verbe. Mais dans la nuit noire, si on ne reste pas assez de temps, c'est un peu comme dans une cave ou dans un grenier, on ne voit que du noir. Donc il faut s'installer, il faut se laisser absorber et ruminer par ce noir. Alors voilà que Hercule mange, et Pholos au coin mange de la viande crue pendant qu'Hercule mange quelque chose de bon et de fin. Et à un moment, Hercule voit un tonneau de vin. Oh, il dit, mais ça, qu'est-ce que c'est? Et le centaure lui dit, oh non, non, n'y touche pas surtout. Parce que Dionysos, quand il est venu, Dionysos, c'est celui qui a créé la vigne. C'est celui qui crée tellement de passions amoureuses que les femmes trucidaient leurs mecs et leurs enfants. C'est l'amour irrésistible, Dionysos. Celui qui est allé en Inde, et puis il était tellement ivre-mort en permanence, de l'ivresse divine. Hein. Enfin, la tradition orale en fait un ivrogne, un peu comme ces moines taoïstes là, qui sont toujours bourrés et puis avachis. Et donc, Pholos dit, non, n'ouvre pas ça, malheureux. C'est Dionysos qui nous l'a amené, il y a 4 siècles. Et il a dit, un jour, comme ça appartient à toute la communauté, vous boirez ce vin ensemble. Et Hercule dit, ben oui, il dit, ce jour-là, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est moi. Ah non, non, c'est pas possible que ce soit toi, bien sûr, c'est toujours un autre qu'on attend, hein, on n'est jamais au courant. Et Hercule tape dessus, il ouvre et il boit. L'émanation de vin, aussitôt, tous les centaures, alors les centaures sont moitié chèvre ou moitié chevaux, et puis moitié homme. C'est un peu à notre image. On a une démarche spirituelle au niveau du mental, mais on s'est assis sur notre poubelle. Alors on est en bas complètement intoxiqué, mais bien verrouillé, donc ça sent pas trop mauvais, jusqu'au jour où ça explose. Mais là on a inventé le cocotte minute. On a le petit truc. Bon, alors c'est ce stade-là. Le verbe arrive, rentre dans le cœur. Les centaures, ils sentent. Le verbe est là, le verbe est là. Ils se disent, hop, eux ça leur monte au pif rouge, la colère monte, toute l'animalité s'éveille bien sûr, et l'once d'humanité, ou en tout cas les quelques cellules qui ont réussi à s'ouvrir au verbe, à se diviniser, elles disparaissent très très vite, et il y a que tuerie, tout le monde s'entretue, et Hercule est là avec ses flèches, et il trucide 1, 2, 3, enfin il les tue presque tous. Et à un moment, les autres prennent la fuite. À un moment, il est tout triste, il voit son copain Chiron qui est là. Chiron a reçu une flèche dans le genou. Et Hercule dit, c'est pas possible, je ne t'ai pas visé. Il dit, oui, mais cet abruti de centaure qui était juste devant moi, il a reçu dans le bras, et ça a traversé son bras et ça a touché mon genou. Ah bon. Et Chiron, c'est le médecin. C'est celui qui a éduqué tous les héros de la Grèce antique. C'est pas n'importe qui. Donc c'est un centaure, mais c'est un centaure immortel. Ah, c'est une partie de nous-mêmes qui sait tout, qui soigne tout, et qui est une guidance pour nous merveilleuse. C'est un petit peu l'écho du dragon, mais un dragon mental, un dragon qui parle, et un dragon qui aide. Et il dit Hercule, mais comme je suis immortel, je suis blessé immortellement, et c'est trop, j'en ai marre. Alors Hercule se questionne, que faire? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, Chiron a toujours été blessé, mais il ne le savait pas. Ah, c'est par la présence, bien sûr, que l'on sait que l'on souffre. Si le verbe n'est pas dans notre cœur, eh bien, tout va bien. On n'a pas de questions à poser. On n'a pas de réponse non plus. Mais tout va bien. Il faut vraiment que le verbe soit là. Tout à coup, on sent que ça démange et que ça fait mal. C'est un peu notre Chiron intérieur. Alors Hercule dit, bon, ben, écoute, moi je vais négocier ça. J'ai un copain, Prométhée, qui lui n'est pas immortel. Il a piqué le feu dans l'Olympe et il est ficelé sur un grand rocher. Alors je vais négocier avec Zeus, savoir si... Donnant. Bon, alors... Il va voir Zeus dit, bon, après tout,
Pourquoi pas? Alors Prométhée, c'est qui? Prométhée, c'est le feu du ciel, c'est le mental illuminé, mais qui n'est pas reçu ni dans le cœur ni dans le physique. Le corps n'est pas capable de recevoir le vivant, donc il se coince, et l'émotionnel aussi. Donc en fait, le feu divin est ficelé au corps, le corps devient un boulet, entraîne sa merde, entraîne son corps. C'est des moments où on se dit, mais ça serait beaucoup plus intéressant de faire de la méditation ou du yoga plutôt que de bosser. C'est des moments où on dévalorise complètement la matière. Et bien justement, ce moment arrive, effectivement. Chiron donne son immortalité à Prométhée, qui tout à coup, l'aigle ne vient plus lui bouffer son foie, les chaînes tombent, et en fait la matière accepte pour la première fois. Mais il faut que Chiron meure en nous. Il faut que cet être instinctif en nous, qui est la peur primale, qui est le comment on pourrait dire, qui est l'ultime caillou devant la grotte, qu'il nous faut pousser un jour, il faut que ce caillou tombe. Il nous faut sortir de cette nuit intérieure. Et à ce moment-là, le mental qui reste devant la porte, parce que la porte est obstruée, justement, il y a un rocher, ben ce mental féconde, trouve sa place. Bon, tout va bien, Prométhée est libre et Chiron peut mourir. Et là, Hercule se dit, mais au fait, mais je t'ai venu pourquoi? Ah, je suis venu pour chasser le sanglier. Alors, effectivement, il lève la tête et il neige. Il y a des cristaux blancs qui tombent, il a froid, il a bien mangé, mais il n'est pas habillé, il a que sa peau de lion. Bon, et il marche. Et à un moment, il voit un sanglier. Alors le sanglier, c'est quoi? Le sanglier, c'est une tête sur pattes. Il n'existe que par sa hure. Les rois en ont fait le symbole de leur royauté. Donc c'est pas n'importe quelle tête. Ça a deux défenses qui fait que le sanglier rend hommage à la dame. C'est un animal lunaire. Dans la tradition, c'est les ascètes, les chercheurs de vérité, qui grattent le sol, qui grattent leur intériorité en permanence pour trouver les truffes, pour trouver l'or, ou manger les glands. On se retrouve en situation où effectivement le sanglier monte, mais il arrive un moment où il est sur la crête. Là, il regarde autour de lui, à gauche, à droite, la neige. Et Hercule qui commence à gueuler. Hercule, c'était le devancier de Tarzan, alors il se cogne un peu sur... Bon. Et le sanglier se dit, merde, c'est le son mystique. Et il rentre en transe. Il a les pattes qui tombent, il tombe à genoux, il offre sa tête. Et Hercule arrive, le chevauche, et hop, il le prend par les pattes arrière, et puis il le fait descendre, et tout le monde rigole. C'est le moment où l'humour apparaît dans la quête intérieure. Parce que la bête, effectivement, elle est tenue. Il y a eu le son intérieur, il y a eu la parole, le verbe, et puis surtout, la bête est tenue par les pattes arrière, donc elle ne peut pas faire grand-chose. Alors voilà cette histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que dès que j'ai entendu parler, moi, de neige, j'ai pensé à une histoire que j'avais lue. La tradition dit que le saint des rois, c'est Saint Denis. Et Saint Denis a été décapité. Mais il a été décapité à Montmartre. Alors, Montmartre, c'est le mont de Mars. C'est en fait le sanglier, Montmartre. Et dans la rue Blanche, alors on s'aperçoit que ce rituel, c'est un rituel de royauté. C'était un rituel que Hercule, ou que dans la Grèce antique, on reproduisait chaque année. C'était une célébration. Il fallait qu'il y ait de la neige, ou du blanc, ou de la farine, et il fallait surtout que le postulant soit capable de prendre sa tête et de se la mettre sous le bras, comme Saint-Denis. C'est-à-dire il faut que le mental soit pacifié. C'est Saint-Jean aussi qui a la tête sur le cœur. C'est cette phase-là où le mental n'a plus le monopole. Cette blancheur, que ce soit la rue Blanche, ou que ce soit la neige, c'est un terrain d'inconnu, c'est un terrain de vacuité. On ne marche sur rien. Il n'y a plus personne qui marche, mais on est marchand. Il y a eu acte, il y a eu conscience mentale avec les centaures, avec la grotte, avec la nuit. À partir du moment où les pas s'engagent sur l'espace blanc, on ne sait plus sur quoi on marche. Il n'y a plus personne qui marche. Il n'y a qu'une réalité, il n'y a qu'une tête, et cette tête est sur le cœur. Et il se trouve que dans les évangiles, Jésus se trouve avec la Samaritaine près du puits. La Samaritaine vient prendre de l'eau, et Jésus il est là, il lui dit, est-ce que tu veux de mon eau? Est-ce que tu veux boire d'une eau qui rafraîchit vraiment? Elle lui dit, oui, mais je ne vois pas de quoi tu parles. Enfin, il y a un petit dilemme. Il lui explique. La Samaritaine a eu 5 maris. Les 5 sens, la sensorialité, notre conscience, notre féminité intérieure, mais complètement endormie, assoupie. Jésus, bien sûr, notre verbe intérieur. Le puits, la colonne de fumée, ou l'accès, l'échelle de Jacob, tous les symboles de verticalité. Elle est tellement touchée qu'elle va voir ses amis, elle leur dit, mais venez vite, elle amène tous les Samaritains, elle amène tout son peuple, elle amène tous les centaures autour de Jésus, Hercule.
Et Jésus parle, effectivement, l'esprit est là, et les Samaritains se convertissent. Les centaures tombent et il y a des hommes nouveaux qui apparaissent. Et une fois que la liesse est complète, il s'éloigne un peu, et là il n'y a que les proches qui sont là. Et il dit à ses proches, on vous dit que dans 4 mois, la moisson sera là. Moi je vous dis, la moisson est là. Pholos disait, il y a 4 siècles, le tonneau de vin a été déposé. Et il leur dit, levez la tête, regardez, les champs sont blancs. Et là on s'aperçoit que le mythe d'Hercule, le passage évangélique, ou la légende de Saint-Denis et la royauté de droit divin, c'est exactement la même phase. C'est la même clé intérieure. On nous le raconte d'une manière païenne, d'une manière religieuse, ou d'une manière spirituelle ou religieuse, disons, mais en fait c'est toujours le même mystère. Effectivement, tout le monde lève les mains. Merci. Je sais pas, vous voulez que je vous raconte encore? Ou vous voulez poser des questions? Oui. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Jean de l'Ours? Non. C'est une légende fuxéenne, ariégeoise. Un jour, une petite lavandière pyrénéenne, c'est une dame, une blanchisseuse qui lave son linge dans la montagne. Elle est espionnée par un ours. Et le super ours des Pyrénées quand même, hein, l'œil brun, vif. Un moment, il la voit, elle est mignonne. Il court et hop, il rapte la petite ariégeoise. Elle, au début, elle a très très peur parce qu'il court très vite. Il court. Elle se dit, ça y est, je suis foutu, il va me bouffer tout cru. Eh bien non, il l'amène dans sa caverne, il a mis de la paille par terre, parce qu'il est quand même soucieux de son confort. Et il lui dit, attends-moi. Bon. Il sort et il remet un gros caillou devant la porte. Elle attend, il fait nuit, elle a peur, l'émotionnel qui bouge. L'ours est souvent perçu comme la grand-mère. L'ours, c'est l'écoute, c'est l'oreille de la terre. L'ours est une capacité d'écoute et d'abîme. Il y a en fait plusieurs estomacs qui nous digèrent. Il y a la baleine, il y a le loup et il y a l'ours. La baleine, c'est l'image du soi dans le règne animal. C'est la présence du vivant, la présence du tout, mais dans le règne animal. Et elle est là pour nous dire « je suis là » et nous faire des clins d'œil dans toutes les situations difficiles de la vie. Ça a été le cas lorsqu'elles sont montées jusqu'au pôle pour nous intéresser aux couches d'ozone et compagnie. Elles sont là en fait en permanence. Et l'homme, bien sûr, passe son temps à les trucider parce que c'est un témoignage, c'est une présence qui est embarrassante. Après, le loup, c'est une conscience. C'est au niveau du cœur que se passe le loup, c'est le verbe. Le loup est très proche du dauphin, par exemple. Le dauphin n'avale personne, hein, mais le dauphin, c'est le fils du roi, bien sûr, c'est le fils du père, donc c'est le verbe. Et le loup amène au dauphin. Le loup blanc, par exemple, ou le loup amène à la lumière. Le dieu Lugh, par exemple, s'intéresse beaucoup au loup. Mais l'ours, lui, c'est on pourrait dire que c'est le soi, mais au niveau de la terre. C'est une sorte de profondeur sans fond, grande oreille, qui n'arrête pas d'entendre et d'entendre, donc de tirer la voix. Et donc voilà que cette jeune ariégeoise est tombée dans le trou. Elle est tombée dans la gueule de l'ours. Mais au fil des jours, l'obscurité, elle accepte, elle la goûte. Et même quand l'ours arrive, à contre-jour bien sûr, elle commence à voir les rondeurs de son dos avec un amour. Elle se dit, mais il manque pas de charme le mec quand même. Et puis, ses yeux marrons, elle finit par les trouver séduisants. Puis à un moment, il a l'œil un peu allumé, donc elle s'est dit, tiens, bon, et elle tombe amoureuse en fait. Mais il faut du temps, attention, hein, il faut que la peur tombe. Et il arrive un jour où l'ours et la pauvre ariégeoise ne font qu'un. Et c'est bien sûr ce jour-là où Jean de l'Ours apparaît. Ça, c'est le fruit de notre intériorité. Au fur et à mesure que l'on s'installe dans cette corbeille de ténèbres intérieures,
eh bien on commence à avoir des contours, on commence à vivre cette notion de couple. On se croit souvent seul et paumé, mais non. Il n'y a que nous qui pensons ça. Dans cette ténèbre, on est aimé par tous les pores de notre peau. C'est un moment de copulation extrême. Seulement, on n'est pas au courant, alors qu'on nous le dise, merde. Alors, excusez-moi. Et alors, un jour, le petit Jean de l'ours arrive. Et Jean est tout bébé, et sa mère lui dit, tu sais, dehors, il y a des étoiles, il y a des arbres, puis c'est beau. Alors lui, il n'a jamais mis le nez dehors, donc il ne sait pas. Mais elle le gonfle tellement, et lui, dès qu'il est en âge, comme Olivier, de bouger, il essaye de pousser la pierre quand son père n'est pas là. Mais il est encore trop jeune. Et les années passent. Et elle lui dit toujours, tu verras dehors, comme c'est beau. Et un jour, il n'en peut plus, il a 7 ans ou 8 ans, un peu ton âge, voilà, costaud, quoi. Et il pousse la pierre. Et la pierre roule. Il appelle sa mère et tous les deux courent. Et l'ours, au loin, les voit, il pleure, il se lamente. Oh, mais trop tard, il y a eu un temps pour l'ours, maintenant il y a un temps pour Jean de l'ours. Ils arrivent dans le village, la mère retrouve toutes ses habitudes. Il ne s'est rien passé depuis son avalement. Elle redevient lavandière ou blanchisseuse. Mais Jean de l'ours s'emmerde un peu là-dedans. La tradition ariégeoise étant un petit peu refroidie, il a envie de connaître le pays. Alors il dit, est-ce que je peux partir? Sa mère dit, oui, vas-y. Il trouve un boulot chez un forgeron. Mais comme il est costaud, comme 3 ou 4 ou 7, il a un boulot terrible, donc le forgeron se fait du fric. Et un jour, Jean lui dit, ça serait bien de partager quand même, je suis costaud, mais il y a des limites. Et l'autre dit, non, pas question. Alors Jean lui dit, écoute, puisque c'est comme ça, est-ce que je peux récupérer toute la limaille de fer qui sera par terre? Je dis, oui, bien sûr. Et aussitôt, Jean se met à faire de la limaille toute la journée. et là, il fait une canne, en fait, c'est son sceptre. Il fait une canne qui pèse, je ne sais pas combien de quintaux, enfin, je ne me souviens plus, 7 quintaux, voilà. Et elle est tellement lourde que personne la soulève, bien sûr, mais lui se balade avec, il jongle, enfin bon, c'est sa baguette magique, c'est son verbe, c'est son sésame. Et il dit au revoir à tout le monde, et il s'en va en chemin. Et là, en chemin, il rencontre un mec aussi farfelu que lui, qui a un canon sous le bras, des boulets dans les poches, le truc pour nettoyer derrière, bon, et de temps en temps... Alors Jean lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, moi je suis un porte-canon. Ah bon? Et puis quoi d'autre? C'est tout. Je porte le canon. Bon, un obtus, quoi. C'est la conscience... la conscience tellurique, la conscience physique. Bon, alors il dit, écoute, eh ben, allons ensemble. Et ils cheminent ensemble. Quelques jours après, il rencontre un troisième personnage qui, lui, joue avec des meules, des grosses meules de moulin. Il les lance comme au billard, il joue avec. Bon. Et Jean lui dit, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Il dit, ben moi je joue à la meule. Ah bon? Et c'est tout? Oui, c'est tout. Bon, obtus aussi. Il dit, bon, écoute, viens avec moi. Et voilà qu'ils marchent tous les trois. Les trois réunis, c'est un peu comme les 3 corps de Gérion tout à l'heure, bien sûr, c'est le physique, l'émotionnel, le mental. Une fois que les 3 corps sont réunis, apparaît le château. Il y a toujours une nécessité de se réunir, de battre le rappel en nous. Ce n'est qu'ensemble que le château est visible. Le mental seul, le cœur seul, ou toutes les expériences physiques seules n'apportent rien. Il faut vraiment que les trois copains se serrent les coudes et ne deviennent qu'un. Et là, le château arrive, bien sûr. Il y a de la lumière partout. Le feu est allumé. La soupe est chaude. Ils s'installent et ils mangent. Ils gloutonnent. Et ils disent, allons dormir. Effectivement, les lits sont chauffés, il y a eu des couvertures chauffantes, même des moines à l'intérieur avec de la braise, enfin c'est superbe. Ils passent une nuit merveilleuse. Ils se réveillent le matin, le coucou chante, le coq aussi. Tout à coup, un petit froid. Ah, plus rien dans le château. Il n'y a jamais rien eu dans le château, bien sûr. Ou alors ils ont perdu la vision. Alors Jean décide, bon alors on va aller à la chasse. 2 par 2, il y en a un qui restera là pour veiller, pour garder le château. Il n'est plus question de lâcher le château. Bon, à tour de rôle, bien sûr, ils vont garder le château. Pendant que les autres partent à la conquête du gibier. Jean et puis Porte-Canon s'en vont, ne reste que Porte-Meule qui est là, qui est près de la cheminée, tranquille. D'un coup, il y a un petit homme qui apparaît, barbu, un peu comme Yvan, barbu, qui lui dit, il sort une petite pipe, il a beau, il dit, t'as du feu? Et tu dis, ben oui, alors il prend une petite braise, il lui allume sa pipe, et là, je lui file de cette torgnole, les yeux comme ça, et il se sauve. Les copains rentrent de la chasse, et ils voient leurs copains vraiment amochés.
Il ne s'est pas posé de questions, il ne s'est rien passé, non. Tout va bien. Bon. Le lendemain, Jean de l'Ours et puis celui qui s'est fait bastonner partent à la chasse et Porte-Canon reste là. Même scénario, il se fait cogner, il est lamentable. Jean arrive avec son copain, il dit, il ne s'est rien passé. Non, non. Il n'y a que Portemeul qui sait très bien ce qui s'est passé, mais qui la ferme. Il se dit, il n'y a aucune raison que Jean, qui restera demain, ne se fasse pas cogner. Mais, quand même, il y a des limites. Hein. Bon. Le lendemain, ils partent tous les deux, et il laisse Jean de l'Ours qui est là, près de la cheminée. Le petit homme sort avec sa barbe, il sort sa pipe, il dit, t'as pas du feu? T'as pas 100 balles? Jean, il dit, non, sers-toi si tu veux du feu, je suis pas là pour te servir. Alors là, le petit gnome là, le prend très très mal, et là Jean le prend par le collet, il lui fout quelques soufflets, et il s'écrase. Et il lui dit, s'il te plaît, ne me tue pas, j'ai un secret. Au fond du château, il y a un trésor. Bon. Il ne le tue pas. Les copains rentrent de la chasse avec une besace pleine de gibier, et ils voient Jean de l'Ours tranquille, fumant la pipe du gnome. Il ne s'est rien passé, non. Oh. Il cherche des traces, mais rien. Tout le monde se tait et s'observe. Et Jean dit, moi j'ai un trésor. Ah bon? Oui, au fond du puits. Alors il y a un puits, alors ils y vont. Bon. Et le puits, regarde, il n'y a rien, un noir absolu. Alors ils prennent une corde, un seau. Porte-Canon descend le premier pendant 1 heure. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Il y a une petite cloche. On le remonte. Portemeul descend pendant 2 heures la corde, 2 heures durant. Toujours rien. Il sonne la cloche. Jean de l'Ours descend pendant 3 heures. Il faut descendre très très loin. Et au bout de 3 heures, illumination. Il se passe quelque chose. Il y a des pierreries, il voit que ça brille. Il ne sait pas ce que c'est, mais il voit que ça brille. Il s'installe, il lâche le seau, il regarde, il touche, ça brille toujours. Il dit à ses copains, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Alors les copains jubilent en haut. Puis il entend des voix de femmes, Jean. Il entend 3 femmes qui gloussent. Des petites poules là qui... Alors, il voit une porte, il ouvre la porte. Oh, 3 princesses, mignonnes. Et une plus belle que les autres quand même. Hein. Jean la met à part, et il met les 2 autres dans le même seau, et il dit aux copains, tirez la corde. Très très vite. Pas pendant 3 heures. Très très vite. Mais alors le problème, c'est que, arrivés en haut, les copains, comme toujours, ce sont des salauds bien sûr, il ne faut jamais faire confiance à personne, ils coupent la corde. Eh oui, la trahison ultime. La trahison ultime. Jean reçoit le seau sur la tronche, il est un peu fatigué. Et là il dit, bon, foutu pour foutu, qu'est-ce que j'ai? Je peux pas monter. Il est foutu quoi. C'est un peu comme Hercule quand il revient. Une fois qu'il a fait les Pyrénées, il est un peu fatigué, bon il tombe à genoux et il pleure. Et là, Zeus, son père, fait pleuvoir des pierres. Et tout son retour, en fait, il va exprimer la féminité. Il va descendre en enfer avec son talent d'homme, et il va remonter des enfers avec son talent de femme. Et là, c'est la même chose. Jean, il a fait tout ce qu'il pouvait faire en tant qu'homme. Et là, il a les bras qui tombent, et sa petite princesse lui dit, mais Jean, attends, moi j'ai encore une astuce. Il ouvre une porte, et là, il y a un très bel aigle blanc. Et l'aigle dit, pas de problème, moi je monte et je descends, mais seulement je porte une seule personne, et pas 2. Et je ne peux pas revenir chercher l'autre. Ah merde. Alors Jean, il se dit, ça vaut pas le coup d'avoir trouvé une belle princesse, ni de la laisser monter toute seule. Quand même, j'ai fait le boulot. Et puis, moi, monter tout seul, bon. Alors, l'oiseau dit, attention, il y a encore une clause possible. J'ai besoin de viande crue. Ah, alors Jean, il dit, viande crue. Ah bah oui, j'ai la besace, la gibecière. Bon, mais d'accord. Les 2 princes et princesses montent sur l'aigle, qui monte en tournoyant toute la colonne vertébrale. Et de temps en temps, l'aigle dit, j'ai faim, de la crue, hein, surtout de la bonne. Alors Jean fouille, il trouve une caille, paf, dans le bec. Et l'aigle continue à tournoyer, et ainsi de suite. La caille, tout y passe, le canard, le faisan. Puis à un moment, l'aigle, j'ai faim, de la viande crue, vite, vite. Alors là, on sent que les ailes tendent, et Jean fouille, plus rien. Ah merde. Et l'aigle descend, il commence à descendre, alors il ne sait plus quoi faire. Jean a un tout petit canif, il se coupe la cuisse, et il donne sa cuisse à manger. Et aussitôt l'aigle repart, et arrive sur la margelle du puits, où on voit l'aigle blanc, la petite princesse, qui est en fait une guérisseuse. Aussitôt elle a mis les plantes nécessaires pour la guérison et la cautérisation immédiate. Et en fait c'est comme ça que Jean a hérité du château, de la princesse, de l'aigle et du puits.
Voilà. Dans la plupart des contes, il y a toujours un cordon ombilical, il y a toujours une loi de Genèse qui fait qu'on retrouve tous les rendez-vous de l'être, ce que chacun de nous peut verbaliser, soit d'une manière émotionnelle ou mentale, ou silencielle et corporelle. En fait, on retrouve ces cailloux blancs qui font que, d'étape en étape, on chemine et on retrouve le sens de sa vie. Le conte, en fait, est là. Pour moi, maintenant, le conte est comme une notice explicative. Depuis que j'ai eu la grâce de découvrir ce langage, ça a donné du sens, de la finalité. C'est un peu comme si, naissant bébé tout petit, on nous mettait un conte dans la trousse, quoi, notre identité d'être, en quelque sorte. C'est la meilleure clé, le meilleur labyrinthe que nous puissions avoir en main. C'est le roi Gourand qui un jour travaillait dans une tribu en Laponie, et il a trouvé une petite plaquette de bois, toute simple, qui était attribuée au conteur. En fait, sur cette plaquette, il y avait un sillage. Il y avait en fait une sorte de courbe, de gestation de l'histoire. Et le conteur mettait un petit morceau de bois au départ, et en fonction des rainures, parce qu'il suivait donc les rainures, l'histoire prenait du verbe, de l'intensité, de la chaleur ou du froid. Et donc, en circuit fermé, bien sûr, et quand le conteur revenait à la case départ, eh bien, l'histoire était finie. On se rend compte que le conte est d'une rigueur extrême, parce qu'il ne travaille pas la forme. C'est une rigueur intuitive. Ce que l'on trouve en nous comme certitude, quand on démarche, ce qui nous donne cette obligation d'être ou de témoigner, c'est cette rectitude-là. C'est le passage d'une coquille de noix à un noyau de pêche. C'est le passage d'une rigidité extérieure, mal placée, donc par ignorance, qui se résorbe et qui s'intériorise. Et le conte est de cette nature-là. Ce que je peux vous dire ce soir, c'est que j'ai passé une bonne soirée. Et j'étais là.